Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise moi-même en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Bibiane, coach et formatrice en transition professionnelle et en leadership humain. Et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, le bonheur. Le bonheur, un mot immense, presque intimidant. Une quête universelle qui traverse nos décisions, nos relations, nos projets, nos rêves. On le cherche dans nos week-ends, dans nos voyages, dans nos rencontres et bien sûr, dans notre travail. Parce que le travail occupe une grande partie de nos journées et donc de nos vies, on finit forcément par se poser la question. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail ? Ou est-ce une promesse un peu trop belle pour être vraie ? On parle de bonne ambiance, de job à impact, de bienveillance en entreprise. Mais est-ce suffisant ? Est-ce que le bonheur professionnel existe vraiment ? Et s'il existe, à quelles conditions ? Est-ce qu'il se cultive ou est-ce qu'il s'impose ? Est-ce que c'est une responsabilité individuelle ou est-ce une responsabilité collective ? Ou finalement, peut-être un peu des deux. Dans cet épisode avec Bibiane, on explore ensemble ce mot qu'on croit connaître, mais qu'on mérite de s'y attarder. Parce que le bonheur ne devrait pas être un luxe, ni un tabou, et parce qu'il mérite lui aussi sa place au travail, comme dans la vie. Bonjour Bibiane. Bonjour Aurane. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie, même si le temps n'y est pas. Ouais, c'est vrai. Je suis quand même contente. Avant de commencer, je rappelle aux auditeurs et je te rappelle aussi à toi, Bibiane. Bon, tu connais un petit peu l'univers du coaching, hein, évidemment. On va pas te la faire à toi. Mais effectivement, les questions sont un petit peu ouvertes et donc peuvent être parfois un petit peu introspectives ou peuvent pousser à la réflexion. Donc, si tu te sens pas à l'aise avec ça, n'hésite pas à me le dire. Pas de problème, mais j'adore ça. Voilà, on adore. Donc c'est ok. C'est ok, trop bien. Est-ce que tu peux te décrire en un mot ? Alors, en fait, je vais me décrire avec mon prénom. Donc, je m'appelle Bibiane, hein, c'est pas courant comme prénom. C'est vrai. Et j'aime beaucoup parce que ça veut dire plein de vie. Et en fait, finalement, je trouve que ça me va bien. Je suis quelqu'un de très dynamique, vivante. Et donc, je trouve que c'est un prénom qui me va bien et peut-être qui m'a un peu façonné parce que je le sais, je connais sa signification depuis que je suis petite. Mais attends, je savais pas que ça voulait dire ça, c'est trop bien. Mais ça vient d'où ? Du latin. Ah, c'est vrai ? Du latin, vivre en latin. Ah, j'adore, c'est trop chouette. J'allais dire, alors, avant de partir sur justement cette valeur, mais déjà ça rentre bien dans le thème de la valeur qu'on va aborder aujourd'hui, donc j'aime bien. Quel est ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors aujourd'hui, je suis coach et formatrice en leadership d'équipe et de carrière. Et donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes dans leur transition professionnelle ou bien des managers dans leur leadership, leur gestion d'équipe. Trop bien. Comment t'en es arrivée à faire ce métier-là ? Alors, formatrice, j'ai envie de dire que je suis formatrice depuis que je suis toute petite. Il y a des photos de moi quand j'avais 7-8 ans où je donnais cours à mon frère et ma sœur dans le jardin. Trop mignon, j'aime trop. Donc, je pense que je suis formatrice de naissance, on va dire. Et j'ai commencé ma carrière comme enseignante, d'ailleurs. Ouais. Et puis, petit à petit, donc je travaillais dans la recherche. Et puis, j'ai voulu accompagner les chercheurs. Et donc, j'ai aussi commencé à les accompagner sur le développement de leur carrière. Et puis, j'ai intégré les ressources humaines à l'Université libre de Bruxelles. Et petit à petit, voilà, ça m'a amené au coaching et au développement de carrière. Ah, c'est trop cool. Et ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant, plus spécifiquement le coaching ? Alors, le coaching au sens large, je veux dire, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Mais je me suis reformée il y a 3 ans, je pense, de mémoire, où là, j'ai vraiment, je veux dire, aguerri mes compétences et j'ai un peu réorienté ma manière de faire du coaching. Trop bien, j'aime trop. Quelle est la valeur qui te drive finalement au quotidien et qui t'a poussé à exercer ces métiers-là aujourd'hui ? Alors, d'abord, je vais te répondre à mon avis, pas comme tu t'attends à ce que je te réponde. Ah, vas-y, dis-moi, j'aime beaucoup. Je vais dire qu'il y a plusieurs valeurs. C'est les valeurs, je pense, d'abord d'ouverture, de développement, de plaisir aussi. Alors, je sais qu'on parle pas de ça aujourd'hui, mais ça me permet peut-être de faire déjà une petite différence. En fait, pour moi, aujourd'hui, on va parler de bonheur, de bonheur de manière générale et de bonheur au travail. Et alors, j'adore parce qu'il y a un petit chat là qui se promène, qui vient de faire des petites doudous là. Vraiment, lui aussi, il est dans le bonheur. Pas si c'est des doudous là. Là, c'est plus, il essaie de mordre. Non, ça c'est mordre, ça ne peut pas.
Et donc ça me permet de faire la différence peut-être entre les valeurs et ce dont on va parler aujourd'hui, qui est plutôt le bonheur. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans le bonheur, notamment, on est aligné à ces valeurs. Donc voilà, ça c'est peut-être une première nuance que je peux faire. Ouais, c'est génial. J'aime beaucoup cette intro, c'est chouette. Mais justement, pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur ? Alors, c'est une question compliquée. Ouais, c'est une question large. Oui, c'est ça. C'est aussi une question, je sais pas si on peut vraiment, enfin, il y a plein de philosophes et d'experts qui se sont penchés sur cette question. Moi, je vais donner ma propre définition, en fait, du bonheur et ce que moi je vis, en fait, au jour le jour, comme bonheur. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est un état d'être, un état d'esprit, en fait, par rapport au monde, par rapport à la manière de vivre le monde. C'est, je dirais, de sentir qu'en fait, on est pleinement là, que la manière dont on est là, c'est juste, qu'on est aligné par rapport à ses valeurs et que on ressent, je vais pas dire une émotion agréable, mais un état. Le bonheur, en fait, va dépendre à la fois de notre état d'être au monde et bien sûr aussi de facteurs extérieurs. Alors, les facteurs extérieurs, on peut rien y changer. Donc, en fait, la seule chose, en fait, qu'on puisse faire par rapport à ces facteurs extérieurs, c'est accueillir ce qui vient tel que c'est. Et donc là, je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est d'apprendre à être dans la pleine présence, tu vois, d'être vraiment de pratiquer, par exemple, de la pleine conscience ou de se connecter à sa respiration, à son corps, etc. Pour moi, c'est vraiment un facteur qui permet d'accueillir ce qui nous arrive, en fait, quoi que ce soit, en fait, parce que bien sûr le bonheur c'est quelque chose qui s'étale sur le temps, donc ça veut pas dire que tout va toujours bien, en fait, mais c'est plutôt un état d'être sur le long terme, alors que le temps, lui, il est composé de plein de petits événements, de sensations, de ressentis, d'émotions différentes, mais sur le long terme, en fait, on peut ressentir un état qui nous convient. Donc ça, je dirais peut-être c'est la première chose. Et ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose d'autre qui me semble important, c'est que souvent, et beaucoup aujourd'hui, je trouve, on confond souvent, il y a presque une injonction, il faut être heureux, il faut être positif, etc., plutôt qu'accueillir, en fait, ce qui vient. Et donc, souvent aussi, on va confondre la joie et le bonheur. Or, c'est deux choses différentes. La joie, c'est vraiment une émotion qu'on ressent à un moment donné, c'est passager, et c'est cool, c'est chouette, et ça peut même se cultiver, donc on peut apprendre à davantage, par exemple, s'émerveiller. Moi j'adore ça, c'est d'apprendre à s'émerveiller. En fait, quoi qu'il nous arrive, il y a toujours des petites choses chouettes qu'on puisse observer, etc. Ça s'apprend. Mais la joie en elle-même, l'émotion de la joie, elle peut être là, comme il peut y avoir d'autres émotions qui sont présentes, la peur, la colère, etc., la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Oui, en fait, on peut être heureux en vivant pleinement, en étant pleinement vivant de toutes nos émotions. Ah oui, c'est intéressant ça, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en reviendra aussi sur dans le sujet un peu sociétal du bonheur, mais effectivement, il y a souvent ce sentiment mince, il faut toujours être heureux, machin, alors qu'en réalité, comme tu dis, c'est quelque chose qui doit être sur le long terme et qui peut être allié avec d'autres émotions, donc en fait, il y a pas de souci. Mais ça, on en reparlera. C'est une très bonne intro, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as le sentiment que toi-même tu es heureuse? Ouais, franchement, je pense que oui. Alors, je pense que au départ, je pense que j'ai de la chance. Je ne sais pas si on a une aptitude au bonheur, en fait. Mais je sais que j'ai cette chance de souvent voir le verre à moitié plein plutôt que vide, de m'émerveiller comme ça. Tu vois, là, je vais m'émerveiller, je trouve ça beau ce qu'il y a là et tout. Voilà, je m'émerveille vite, en fait. Mais c'est dans la présence de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a autour de moi et tout ça. Donc, moi, je pense que, vraiment, je me sens heureuse. Alors que pourtant, je traverse aussi des événements difficiles dans ma vie, comme tout le monde, bien sûr. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est quand même inné chez toi, le bonheur, on va dire? Je pense qu'on peut, je sais pas, en fait, parce que je pense que vraiment, on a des prédispositions de base, cette facilité à voir les choses de manière plus positive, etc. Mais après, vraiment, pour moi, le bonheur, c'est vraiment un état d'être qui s'apprend. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, c'est de découvrir la pleine conscience, d'apprendre en fait à juste revenir au présent. Moi, je suis quelqu'un qui pense toujours au futur. Donc, si je me laisse aller, je suis toujours demain. Moi, je suis jamais ici. Oui, c'est ça. Je suis pas là, je suis pas présente. Je suis demain. Je réfléchis. Enfin, j'ai des nouveaux projets.
Du coup, les gens comme ça qui sont souvent demain, c'est aussi des gens qui s'inquiètent beaucoup parce qu'en fait, bien sûr, on anticipe tout ce qui va se passer. Ouais, c'est clair. Je suis très dynamique comme ça, toujours en train de me dire oui, je vais faire ça, mais finalement, j'étais assez peu dans l'instant. Et donc, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire de la sophrologie, de la pleine conscience, etc., et d'apprendre en fait juste simplement, et c'est pas difficile, c'est en fait à ralentir, se connecter à sa respiration, à nos ressentis, se dire tiens, là pour l'instant, qu'est-ce que je ressens? Bon là pour l'instant, je ressens, c'est cool. Qu'est-ce que tu ressens là, Viviane? De la joie d'être là, et donc dans mon corps, en fait, ça pétille un peu comme ça, parce que je suis contente d'être là, voilà. Mais d'apprendre en fait à être là, et en fait finalement de ralentir pour mieux s'épanouir, si on pouvait dire ça comme ça. Je trouve que quand on prend le temps d'être là, on s'épanouit aussi plus, parce que on va pouvoir davantage profiter, je pense, de ce qui nous arrive, quoi que ce soit en fait. Oui, bien sûr. Comment tu fais justement dans des moments qui sont un peu plus compliqués? Donc j'imagine que tu pratiques ce genre de choses un peu plus au quotidien, ce qui t'aide. Comment tu fais quand tu vis des périodes vraiment, on va dire, plus compliquées, qui te prennent plus d'espace et plus d'énergie en fait? Comment tu fais pour cultiver le bonheur à ce moment-là? C'est une bonne question. Par exemple, l'année passée, j'ai vécu un burn-out, et donc c'était une période qui était en même temps difficile. J'étais surtout épuisée en fait. Je sais pas si c'était vraiment difficile, c'est que j'étais épuisée en fait. J'étais crevée. Typique du burn-out. C'est pas une dépression, un burn-out, hein, donc on n'est pas nécessairement malheureux. Mais je pense que justement, ce qui m'a beaucoup aidée, je parlais tout à l'heure de l'alignement, c'est de vraiment travailler sur cet alignement, en fait, me dire, ok, ça c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, voilà ce que je ressens, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe au mieux, pour que ça soit profitable aussi pour moi? Qu'est-ce que j'apprends? Je parlais par exemple tout à l'heure d'une valeur importante pour moi qui est le développement. Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? De me dire tiens, ok, t'as été jusqu'au burn-out, donc qu'est-ce qui a pu se passer en fait pour que t'arrives là-bas? C'est clair. De se dire tiens, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir quand même bien et se dire c'est ce que j'ai à vivre aujourd'hui. En fait, souvent les gens après, c'est assez impressionnant, et en coaching on en rend compte, c'est des gens souvent ils se disent mais mon burn-out ça a été vraiment ça a été presque un bon moment. Alors en fait ce qui a été bon, c'est le fait que ça a provoqué des changements, que ça nous a permis d'être plus alignés. Alors, au moment même c'est et pas même de poser bon des à vivre. Et tout, oui voilà, exactement. Et donc en fait c'est aussi d'aller se dire tiens, dans cet événement là qu'est-ce que ça m'apprend en fait? Ouais, c'est ça. Et pour moi, apprendre, c'est continuer à se développer, c'est être vivant. C'est intéressant. J'ai un peu le même truc quand il m'arrive quelque chose de compliqué. Moi, ça c'est peut-être un peu plus spirituel ou je sais pas quoi, mais je suis dans l'optique de me dire ok, mais dans tous les cas, moi je crois beaucoup à tout ce qui est destin, etc. Et je sais que dans tous les cas, si ces choses arrivent, c'est pour une raison. Et donc même si là je vois pas tout de suite pourquoi c'est censé m'arriver, je sais que dans quelques temps je comprendrai. Et la plupart du temps, quand je réfléchis à mes expériences passées ou qui ont été très douloureuses, en fait il y avait toujours un dénouement positif en fait à ça. Mais bon, après, faut y croire et tout ça, donc voilà. Mais c'est intéressant. J'aime bien les deux points de vue, là, le développement, qu'est-ce qu'on apprend de ces expériences et tout. C'est hyper utile. C'est un peu de se dire. Alors, c'est parfois pas facile à comprendre, et même moi, parfois, j'ai du mal, mais je trouve pas un autre mot pour le dire. C'est de se dire que ce qui nous arrive, c'est juste, en fait. C'est juste par rapport à ce que, à ce moment-là, on va en ressortir, ou comment ça va nous transformer, etc. Même si c'est très très dur parfois. Ah ouais, non mais complètement. Et tout ce qui est bonheur, comment tu fais pour le cultiver dans le travail justement? Alors c'est une bonne question. J'ai envie de te dire un peu de la même manière que ce que j'ai dit avant. Je pense en fait que dans le travail, c'est de nouveau la même chose. Donc on a à la fois la responsabilité, alors je vais dire soit de la société, soit de l'employeur, selon qu'on soit plutôt employé, indépendant, etc. Et puis notre propre responsabilité. Alors notre responsabilité, elle est de se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour que ça se passe bien pour moi au travail? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Et comment je me sens par rapport à mes compétences? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'aurais besoin de quelque chose pour me sentir un peu plus à l'aise dans ce qu'on me demande, par exemple, etc. Est-ce que quand je suis en relation avec les gens, comment ça se passe? Je vais prendre un exemple. C'est vraiment dans la façon, en fait, de recevoir les choses. On est au boulot, il y a un collègue méga stressé qui arrive.
il sort d'une réunion, on lui avait préparé un rapport, ça s'est pas bien passé, il arrive, il fait ouais, franchement ton rapport, j'ai rien su en tirer, du coup en réunion ça s'est super mal passé, je savais pas quoi raconter, franchement tu me revises ça tout de suite et c'est plus possible, c'est la dernière fois, etc. Oula, ça m'a stressé. Voilà. Alors ouais, exactement, d'abord, comment je me sens? Ah ben je suis stressée, tiens, etc. Ah, qu'est-ce que ça vient allumer chez moi? Et en fait, c'est d'abord de se dire, tiens, ok, il y a plein de facteurs extérieurs autour, ben, cette personne, ok, c'est pas qu'elle m'a agressée, elle à ce moment-là, ça n'allait pas pour elle, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour réentrer en communication, pour qu'on puisse chacun se satisfaire en fait dans notre relation, etc. Donc c'est vraiment aussi beaucoup travailler sur la relation à l'autre, en utilisant des petits outils tout simples, je sais pas, la communication non violente, etc. Mais aussi chaque fois d'arriver à se dire ce qui se passe chez l'autre se passe chez l'autre. Ça, moi, ça m'aidait beaucoup au travail. En ressources humaines, je travaillais énormément en relation avec les gens. Donc c'était aussi d'arriver à se dire ok, ça se passe chez l'autre, c'est pas chez moi, mais par contre de pouvoir se dire tiens, mais qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que je ressens chez moi quand je vis tout ça. Et donc c'est vraiment en fait un ensemble de choses, de nouveau, d'alignement, etc. Et aussi à un moment donné, quand on se rend compte que ça ne marche plus, c'est de prendre action, c'est de se dire bah ok, je suis peut-être plus au bon endroit, ou beaucoup moins radical que ça, de simplement peut-être devoir aller trouver son responsable, devoir peut-être changer une partie de l'activité. Enfin voilà, ça doit pas chaque fois être des changements radicaux. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Dans ce que j'entends, il y a aussi cette notion de ce que moi j'appelle la responsabilité, de se dire ok, chacun a sa responsabilité finalement, et les états de l'autre sont ces états-là, ce ne sont pas les miens. Est-ce qu'il faut faire preuve d'une certaine ouverture pour avoir ce genre de mécanismes qui se mettent en place selon toi ou... Oui, ça j'en suis convaincue, ou en tout cas d'avoir au moins soit d'une ouverture par rapport à ce que vivent les autres en fait, et une certaine empathie en fait de compréhension par rapport à ce que vit l'autre, aussi se dire que chacun, voilà, nous on arrive avec nos valeurs, les personnes à côté elles ont d'autres valeurs, elles ont d'autres besoins, et donc c'est un petit microcosme de personnes qui ont chacun des valeurs, des besoins, des pressions qui viennent de droite et de gauche différentes en fait, et que tout ça en fait doit doit pouvoir se modeler en fait, et dans un flux, dans quelque chose de fluide en fait pour que ça fonctionne bien. Après, en effet, on a sa propre responsabilité. Il y a aussi, bien sûr, une responsabilité, par exemple, de l'employeur de mettre en place un certain nombre de choses pour assurer le bien-être physique, psychique de ses employés. Exactement. Ah, d'ailleurs, c'est une question intéressante là. Quelle est la différence selon toi entre le bien-être et le bonheur ? C'est une très bonne question. J'y réfléchissais tout à l'heure en arrivant chez toi. Je viens d'y penser. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, je pense qu'en fait, le bien-être, en fait, c'est un état en fait dans lequel on sent en fait comment est-ce que je vais dire, on sent en fait que, et physiquement, par exemple là tu vois je suis bien assise, donc ça va, c'est ergonomique, j'ai pas de facteur de stress autour, je suis dans une ambiance calme, etc. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font qu'on se sente bien. Le bonheur, ça me semble quelque chose peut-être d'un peu plus large, peut-être plus métaphysique, peut-être que le bien-être, qui pour moi est quelque chose de presque plus physique en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des périodes où justement tu n'as pas forcément eu ce bonheur qui était présent dans ta vie professionnelle? Oui, oui, comme tout le monde. Alors, je vais prendre peut-être alors, pas de bonheur, c'est peut-être un peu excessif, en fait. Parce que comme j'ai aussi tendance à voir ce qui va bien, c'était peut-être un peu excessif. Mais par exemple, j'ai commencé ma carrière comme chercheuse et enseignante dans plusieurs universités. Et en fait, je me rendais vraiment compte que alors c'est quelque chose que je faisais bien, ça se passait bien avec les collègues, voilà, j'avais des chouettes collègues, etc. J'avais l'occasion de beaucoup voyager, donc il y avait plein de points positifs. Mais pour moi, je me rendais compte que c'était... alors j'étais chercheuse en histoire de la culture, donc c'est déjà quelque chose d'un peu abstrait. Je me rendais compte que pour moi, en fait, ça n'avait pas... j'arrivais pas à avoir assez d'impact sur les gens directement, en fait. Parce que bien sûr, ça avait l'impact, si on y réfléchit, je travaillais notamment sur la Seconde Guerre mondiale, donc bien sûr, ça a l'impact surtout par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui. Mais moi, personnellement, j'avais besoin, je pense, d'être davantage en relation avec les personnes directement, de les voir évoluer, etc. Et pas de rester à un état peut-être plus méta, très intellectuel, en fait, qui me convenait peut-être moins. Donc, j'étais pas malheureuse, hein.
mais je sentais que j'étais pas au bon endroit, quoi, en fait. Et donc, ça a pris du temps, mais j'ai vraiment pris le temps de chercher quelque chose qui allait mieux me convenir. Et puis, c'est comme ça que finalement, je suis arrivée dans un poste où j'accompagnais plutôt les chercheurs à développer leur carrière ou à commencer leur carrière de chercheur, en fait. Et là, c'était beaucoup plus proche de ce qui me donnait du plaisir aussi. Pour moi, dans le boulot, c'est aussi important d'avoir du plaisir. Et là, j'en avais peut-être moins, en fait, à ce moment-là. Comment tu verrais un métier sans bonheur? Ça n'existe pas pour toi? Est-ce que ça n'existe pas? J'imagine que ça doit exister, en fait. Je pense on peut tout mettre en place pour qu'en fait un métier soit sans bonheur. On met en place un environnement toxique, on fait ce qu'on n'aime pas, etc. Et donc la question, ça va toujours être de se dire, tiens, ok, il se peut qu'on soit pas aligné complètement avec. Je vais prendre l'exemple des valeurs. Il se pourrait qu'on soit pas complètement aligné, bien sûr, parce que on va, j'en sais rien. Peut-être que ce qu'on fait, c'est pas ce qui nous procure le plus de plaisir, mais à ce moment-là, dans cette période-là, c'est ce qui nous apporte la sécurité financière. On va se dire, ok, pour l'instant, c'est ce que je garde. Et donc, je pense que toujours, reprendre sa part de bonheur, c'est reprendre sa part de responsabilité. Voilà. Après, oui, bien sûr, je suis sûre qu'il y a des environnements où on peut être vraiment malheureux au travail. Aujourd'hui, en fait, on n'a jamais eu autant d'incapacités de travail en Belgique. Je pense qu'on dépasse les 500 000 incapacités long terme en Belgique. Si j'ai bien lu, je crois que j'ai lu quelque chose là-dessus hier. C'est énorme, en fait. Et donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème en tout cas, alors pas nécessairement de bonheur, mais de bien-être au travail. Oui, c'est ça. Mais justement, ça va me faire écho avec la partie d'après qu'on peut aborder déjà. C'est intéressant ce que tu dis. Comment, selon toi, c'est dû à quoi tous ces chiffres des incapacités de travail de plus en plus régulières, des personnes qui sont peut-être malheureuses dans leur travail, alors peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas qui manquent de bien-être. Ce serait lié à quoi, selon toi? Alors, je suis pas une spécialiste de la question, mais en tout cas, je vois au moins quelques facteurs. Je pense que le premier facteur, c'est, alors je vais exagérer un peu, mais c'est ce culte de la performance, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par objectif. On va on va s'assurer que les process sont les plus simples possibles, que tout va très vite, etc. Et en fait, on perd la robustesse, en fait, qui fait que dès qu'il y a un problème, en fait, on puisse trouver des solutions. Il y a un chercheur en France qui s'appelle Olivier Amand qui a fait plein de conférences sur la robustesse et qui montre qu'en fait, quand on essaye d'être trop performant, en fait, ça casse, en fait, ça ne marche pas, en fait. Il y a un moment où ça ne marche plus, quoi. Donc ça, je pense que c'est la première cause, c'est qu'on se fixe des objectifs. Il y a une pression énorme dans le monde du travail qui finit, en fait, par épuiser les gens, d'autant qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens aussi se mettent beaucoup d'objectifs, de pression. Donc les deux facteurs ensemble, c'est terrible, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, ça, je pense que c'est peut-être le facteur principal. Je pense qu'un autre facteur aujourd'hui d'épuisement, c'est le GSM, les réseaux sociaux, l'hyperconnexion. Finalement, on a cet avantage, en fait, d'avoir une perméabilité entre nos différentes sphères de vie, ce qui est très pratique, et en même temps, ça nous hyperconnecte et donc ça nous donne des stimuli tout le temps. Si on ne se retire pas si on est tout le temps occupé, en fait, à se connecter à son téléphone, si on retire pas comment on dit ça, les notifications, voilà, ce genre de choses, en fait, on est constamment envahi par différentes sphères. Donc ça, c'est aussi vraiment épuisant, en fait. C'est clair. Et donc le corps ne s'arrête plus jamais. En fait, le corps a besoin, en fait, de temps en temps, de juste rien faire. Et ça, on ne le fait plus. Justement, par rapport à tout ce qui est du téléphone, des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses de cette quête un peu du bonheur qu'on voit partout Alors, une valeur que j'ai pas citée au début, qui est importante pour moi, c'est l'authenticité. On se comprend. Je sais qu'elle est importante pour toi aussi. Et sur les réseaux sociaux, mon impression, c'est que, alors d'abord je vais dire, je pense qu'on n'est pas nécessairement authentique. Alors c'est peut-être pas tout à fait le bon mot. Je pense peut-être d'abord qu'on a tendance, et c'est intéressant, j'ai écouté un podcast l'autre jour d'une femme qui disait, on a tendance à poster quand on va bien. C'est vrai. Et du coup, déjà, comme on a tendance à poster quand on va bien, on a tendance à donner une image de quelqu'un qui
qui est en forme, qui pète le bonheur, qui réussit dans sa vie familiale, etc. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on est en train de poster à ces moments-là. Exactement. Après aussi, il y a un côté mise en scène. Alors, soit parce qu'on en a besoin pour le boulot, et donc en fait, on va parler de certains éléments, se mettre en scène, et donc du coup, on va pas nécessairement parler de ce qui est plus fragile, etc. Quoique ça, c'est en train de changer. Ouais. Et puis, de manière générale, sur les réseaux sociaux, ce qu'on constate, c'est que les gens ont tendance à toujours afficher des images de bonheur. Et puis, si on regarde ce qui se passe vraiment, je sais pas, on va voir des super photos d'un souper, et puis ça tombe 10 minutes après, ils se sont disputés. Donc, en fait, c'est très... il y a un côté un peu fake, en fait. Il y a un côté à la fois fun, et puis un côté fake. Donc, on est connecté, c'est chouette, ça nous permet de garder des contacts avec des gens avec qui peut-être on n'en garderait pas. Et en même temps, il y a peut-être un côté un peu fake. Et donc, ça peut aussi... Et ça, c'est important aussi, c'est que, parce que depuis tout à l'heure, je dis oui, c'est notre responsabilité, etc., d'être heureux. Ok, c'est vrai, on a notre part, en fait, à apprendre à être comme ça, d'avoir cet état d'être. Mais attention à pas se dire, ah mince, mais moi j'y arrive pas, c'est la catastrophe, et tous ces gens, ils arrivent à être heureux, mais moi j'y arrive pas. Et relax. Oui, c'est ça. Pas de souci. On apprend chacun. Moi, j'ai un certain âge. On m'aurait interrogé il y a 20 ans. Je vivais pas les choses de la même manière. Donc, je pense qu'à chaque âge, en fait, on évolue. Et aussi, chacun, avec notre personnalité, on trouve les petits ressorts qui nous permettent de voir la vie, je vais dire, avec des lunettes du bonheur, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, on a tendance ça a tendance à devenir un peu culpabilisant, ce truc de, il faut être heureux à tout prix, mais je pense, effectivement, comme tu dis, déjà que le bonheur est mal interprété par ce que nous montre tout ça, tous les réseaux. Je regardais un reportage, c'était intéressant, je sais pas si tu l'as vu, c'était sur Arte. Et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était La quête du bonheur ou un truc comme ça, et il parlait justement de certains coachs un peu gourous qui vendaient des services pour vendre le bonheur à tout prix. Et il y avait toute une partie en fait sur la quête du bonheur et comment c'était culpabilisant par rapport aux personnes qui regardaient ça et qui se disent je suis pas heureux. Exactement. Je pense qu'effectivement il y a peut-être eu ce côté où on a trop vendu, pas nous mais en tant qu'humains, on a trop vendu ce côté bonheur, alors qu'en réalité le bonheur c'est pas vraiment palpable comme ça, tu vois, à ce point-là. Tu dois pas être heureux toute ta journée du moment où tu te lèves ou du moment où tu vas te coucher pour te dire ok je vis un peu le bonheur, quoi. C'est ça. Donc il y a une interprétation un peu Ouais, je pense qu'en fait il y a un lien aussi avec ce monde de la performance. En fait, le bonheur est devenu un objectif, quoi. En fait, c'est plus devenu juste une manière, enfin juste le fait d'être vivant, en fait, c'est devenu un objectif, et donc je dois être heureux. C'est aussi peut-être des dérives de la psychologie positive. Il faut voir les choses positivement. Mais non, on vit un deuil, c'est pas positif, quoi. C'est dur, c'est normal. C'est normal d'être triste, etc. Donc en fait, on vit les choses naturellement, j'ai envie de dire, et donc c'est d'apprendre plutôt à accueillir ce qui vient plutôt que se donner cet objectif d'être heureux. C'est d'apprendre à accueillir la vie. Je pense qu'une fois qu'on l'accueille, c'est quelque chose de plus facile. C'est quelque chose de plus facile, Et je reviens sur ton idée de l'instant présent, comme on avait discuté aussi avec Adeline. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé. Avant, j'avais toujours cette tendance à vouloir cultiver le bonheur. Je me disais, oui, une fois que j'aurais fait ça, je serai heureuse. Et ça, c'est souvent une interprétation hyper ambiguë, parce qu'en fait, non, il n'y a pas de moment où tu vas vraiment être super heureuse quand tu auras fait telle action, quand tu auras changé de métier, quand tu auras changé d'appart, peu importe. Non, en fait, c'est quelque chose vraiment qui se cultive tous les jours, de se dire, ok, maintenant, je vis juste le moment présent, et ça, moi, ça me permet, en fait, de cultiver le bonheur, quoi. Enfin, c'est le meilleur moyen. Moi, ça a trop marché. Ouais, c'est ça, en fait, c'est plutôt que de se projeter tout le temps et de se dire, parce qu'en fait, une fois qu'on a obtenu ce pourquoi on se projetait, on veut autre chose. Et donc, en fait, on n'y arrive jamais, finalement. Alors que être dans l'instant présent, et il y a plein de petits exercices, pour aussi à faire. Enfin, il y a des petits exercices tout simples, se dire, par exemple, tous les soirs, de noter, tiens, c'était quoi le moment, un tout petit moment comme ça, où c'était bien, j'étais heureuse, ou bien où je me suis émerveillée. Et puis ça peut être sympa de le faire comme ça, par exemple, pendant un mois, et alors on écrit un petit truc tous les soirs, et puis le dimanche, chaque fois on regarde un peu tout ce qu'on a écrit, on voit un peu les fils rouges, et ça nous permet aussi de nous apprendre
à se dire tiens, mais moi en fait dans l'instant ce qui me procure surtout de la joie, du bonheur, du plaisir, etc. c'est ça. Donc se dire je vais aussi le cultiver et m'arranger pour que ça m'arrive plus souvent, ou en tout cas d'en profiter quand ça m'arrive. C'est ça. C'est comme manger quoi. Manger, moi j'adore manger. En fait manger en pleine conscience ou manger comme ça sans s'en rendre compte, c'est pas la même chose quoi. Non, c'est ça. Et donc si tu manges en pleine conscience, tu profites aussi de ton instant, alors que tu pourrais aussi juste manger par habitude, être dans tes pensées en disant demain je vais faire ça, et enfin il faudrait vraiment que je répare ça à la maison, tant que c'est pas réparé ça n'ira pas, et c'est toujours moi que ça arrive. Voilà. Les éternels anxieux, là on se connaît, c'est clair. Question un peu philosophique là. Ouais, vas-y. J'avais l'impression que c'était déjà fort philosophique. C'est clair. En fait, j'ai 2 questions qui me paraissent très intéressantes et j'avais envie de débattre un peu avec toi là-dessus. Déjà, ma première, ça va être le monde du travail peut-il être heureux ? Ah oui, je pense vraiment. Ouais. Donc moi, ça, je suis convaincue que oui. Je suis convaincue que oui, si en fait le monde du travail se rend compte qu'il doit changer. Et comment il peut changer ? Donc, je pense vraiment qu'il y a, pour moi, on doit passer de ce monde des objectifs, de la performance. Alors, je dis pas que c'est pas bien d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, de se dire où on va, c'est important. Oui, si on sait pas où on va, on travaille un peu dans comme ça, dans le flou, et ça, c'est compliqué aussi. Mais en tout cas, d'avoir d'autres valeurs que celles de la performance et de commencer à plus travailler en coopération, peut-être aussi, on est dans un monde, en tout cas, moi, j'ai toujours connu un monde, par exemple, du travail très hiérarchique. Or, je suis convaincue qu'un monde plus plat, plus coopératif, où chacun amène ce qu'il peut amener. En fait, moi, je vois un peu le monde du travail comme un petit univers, quoi, en fait, où il y aurait chacun serait une petite étoile, et en fait, chacun trouve la bonne place, en fait. Et donc, dans ce monde, dans cet univers, en fait, les choses, on peut être heureux une fois que chacun, en fonction de ses compétences, de ses besoins, de ce qu'il peut apporter, est au bon moment, au bon instant, et qu'autour de lui, en fait, on a mis aussi des conditions pour que ça se passe bien. Ouais. Si il arrive avec les bonnes compétences, mais qu'autour de lui, il est dans un environnement toxique, etc., oui, bien sûr, ça va être compliqué. Et donc, c'est vraiment de travailler à la fois donc sur un autre paradigme, en fait, que le paradigme de la performance, où on sent bien qu'on est en train d'arriver au bout, je pense. Hein. Oui, je crois qu'on le sent en ce moment. Oui, je crois quand même que, et notamment les nombreux, toutes les maladies longue durée, etc., dont on parlait tout à l'heure. Et puis, mettre en place, en fait, des conditions en fait qui permettent aux gens de se sentir bien. Et les conditions, alors elles peuvent dépendre bien sûr d'une personne à l'autre, mais il y a des conditions de base, des conditions de sécurité, des conditions d'ergonomie, et qu'on travaille seul ou qu'on travaille dans une entreprise en fait. Hein. Il y a aussi par exemple quelque chose qui est super important, c'est la reconnaissance. C'est quelque chose qui est pas toujours beaucoup pratiqué. Ouais. Or, il y a une étude, je pense qu'elle date de 2023, si je me souviens bien, et je me rappelle plus de la référence, malheureusement, qui montrait que la reconnaissance, quand l'absence de reconnaissance est le premier facteur de stress au travail. On penserait pas, parce qu'on se dirait, c'est la pression, trop de travail, etc. Non, c'est l'absence de reconnaissance. Ça m'étonne pas du tout. La reconnaissance, c'est pas si compliqué à mettre en place. Oui. Et puis ça passe pas que par le financier, quoi. Ça passe par tellement de choses. La reconnaissance, c'est vraiment pas compliqué. Quoi. En fait, c'est vraiment reconnaître l'autre, dire ok, je te vois, je vois ce que tu fais, etc. Exactement, je vois ton travail, donc, je vois ce que tu fais. Oui, c'est ça en fait. Et la reconnaissance, c'est pas nécessairement toujours dire ouais, cool, super. Non, c'est de donner du feedback qui peut être aussi parfois du feedback d'amélioration. Et c'est vraiment être en connexion avec l'autre, dire je te vois, tu es là. Exactement. Et donc ça, c'est aussi pour moi super important. Et aujourd'hui, je pense que parfois on a un peu perdu ce côté-là aussi au travail. Ouais, et donc oui, je suis persuadée qu'il peut y avoir plus de bonheur au travail. Il y a d'ailleurs un super ouvrage là, mais je reviens plus sur le nom, sur le bonheur au travail, qui montre vraiment en fait les différentes conditions nécessaires. Trop bien. Et donc, mais ce serait vraiment, je pense, l'objet. Ouais, ce serait l'objet de tout un podcast. À soi tout seul. C'est ça. Je vais lire tout le livre. Je vais lire tout. Non, c'est intéressant. Alors, autre question très philosophique cette fois-ci. J'y avais pas pensé, mais c'est une question qui fait beaucoup débat dans le monde, j'ai l'impression. C'est faut-il travailler pour être heureux ? Ah, c'est une bonne question. Faut-il travailler pour être heureux ? Je pense que le travail peut être un endroit en fait où on peut aller remplir certaines de nos valeurs importantes. Après, il y a plein de sphères de nos vies où on peut les remplir, où on peut les développer, où on peut se sentir bien. Et donc, le travail ne doit pas nécessairement être nécessaire à notre bonheur. Ouais.
Mais sachant qu'on y passe quand même un certain nombre d'heures par jour, c'est plutôt chouette si on arrive à trouver un endroit où on peut au minimum s'épanouir, où on peut se sentir bien, peut-être même pas s'épanouir, se sentir bien. Après, est-ce que le travail est une condition sine qua non pour être heureux? C'est plutôt la manière dont on va appréhender et accueillir ce qu'on fait en fait au travail, en fait accueillir notre travail. Mais je pense qu'on peut, si on arrive à trouver un équilibre. Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui serait pas vraiment heureux au travail, ou en tout cas qui serait ni bien ni mal, un peu comme ça. Ça le dérange. Voilà, c'est lundi, il faut aller au travail. Bon, j'aurais préféré rester chez moi. Mais bon, il va pas y être malheureux non plus. S'il arrive à trouver un bon équilibre avec ses autres sphères de vie, why not, en fait. À partir du moment où ça vient vraiment puiser son énergie, que ça le déséquilibre, alors là, probablement qu'il y a quelque chose à faire. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça doit être rempli. Dans tous les cas, il y a une notion de valeur là-dedans qui doivent quand même être remplies, satisfaites dans certains aspects de notre vie, que ce soit au travail ou dans les passions. Il y a une étude qui m'avait un peu par contre perturbée, et alors là, pour retrouver l'étude, je sais plus laquelle c'est, qui disait que le fait de réaliser des tâches te donnait de la dopamine en fait, une fois que tu les avais réalisées. Alors, je sais plus laquelle c'est. Et je sais pas en fait, parce que d'un côté je me dis oui c'est vrai que tu vois il y a des journées même si j'ai rien à faire. Bon j'adore faire 2-3 trucs, un bout de ménage, un bout de machin. C'est vrai que ça me satisfait, mais c'est plus la satisfaction d'avoir fait quelque chose et de me dire ok ouais c'est bon, j'ai coché ma petite case en mode c'est fait. Est-ce que ça rend vraiment heureux? Je sais pas, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant comme étude, parce que ce qui serait intéressant, c'est de se rendre compte d'abord, voilà, quand les gens font ces tâches. Alors moi, je connais pas cette étude, donc je sais pas quelles étaient les conditions, qu'est-ce qu'on leur demandait de faire, tu vois. J'ai vu ça il y a longtemps. Mais j'imagine en fait que déjà des personnes qui aiment bien se voir avancer vont adorer avoir checké comme ça des tâches. Des personnes très organisées qui ont prévu de faire ça le matin, ils l'ont fait tout trop bien. Après, par exemple, les tâches répétitives, il y a des gens qui adorent faire ça. Ils sont limite en méditation là dans leurs tâches répétitives. Il y a des gens qui s'ennuient profondément. Donc, ça serait intéressant en fait de voir dans cette étude ce que les gens devaient faire et comment en fait ça procurait cette dopamine. Et là, j'avoue que je suis pas spécialiste de la question, mais c'est intéressant parce que moi, j'essaye plutôt de moins faire. Oui, c'est ça. En vrai, oui, c'est ça, de moins faire, mais des choses plus alignées. Enfin, moi personnellement, ça me va aussi. C'est vrai que je pense que ça dépend. Après, moi, j'ai un peu fait des efforts, tu vois, un peu trop profonds, et donc des fois, j'ai l'impression que je dois faire plein de trucs, alors qu'en réalité, c'est pas ça qui me rend vraiment heureuse à la fin de ma journée. Tu vois. Et de faire plein de choses par rapport au boulot ou en général? Par rapport en général. C'est genre, je peux pas passer une journée à rien faire, alors qu'avant, je le faisais sans problème, tu vois. Mais là, maintenant, je ne peux pas. C'est inconcevable pour moi de passer une journée sans rien faire. Je suis obligée de faire au moins un truc, que ce soit par rapport à mon travail ou par rapport à la maison, à l'appart. Nettoyage, machin, je ne sais pas faire autrement, quoi. Et ça me procure aucune dopamine pour le coup de rien faire, alors qu'avant ça aurait pu, tu vois. Quand j'étais ado, ça me dérangeait pas, je me prélassais des heures au soleil, je passais ma journée comme ça, j'en avais rien à faire. Et maintenant non, j'ai ce besoin, mais je pense que c'est un peu un problème, tu vois. C'est vrai, c'est bon. Après, voilà, parfois on a besoin de faire des choses. C'est nouveau, tu vois, c'est un flux de la vie. En fait, il y a des moments de la vie, tu avais besoin de moins faire, d'autres, tu as besoin de plus. Le tout, toujours, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que là, j'ai besoin? Est-ce que je fais parce que je veux remplir? Est-ce que je fais parce que je me vois avancer? Est-ce que je fais, pourquoi je fais, en fait? Oui, c'est ça. Je me pose tous les jours la question. Et donc après, c'est, tiens, j'ai l'impression que ça me pose un problème. Ok, alors je vais m'interroger, tiens, pourquoi je fais? Qu'est-ce que ça me procure quand je fais? Oui, c'est ça. Non, mais je suis en travail là-dessus, Yann. Écoute, je n'en doute pas. Toujours. Est-ce que tu penses que le bonheur au travail est une responsabilité individuelle ou collective? Ah ouais, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est les deux. Donc c'est vraiment un ensemble des deux. C'est bien sûr une responsabilité de l'entreprise ou sociétale, etc. Et c'est aussi notre propre responsabilité par rapport à ce que nous, on ressent et par rapport à ce qu'on peut aussi procurer aux autres. Donc, d'abord, nous, on en a parlé plusieurs fois, ce qui peut procurer notre bonheur, mais par rapport aux autres, c'est vraiment, d'aussi être attentif, être dans l'empathie, de voir quels sont les besoins des autres. Quand j'étais manager, ce qui était important pour moi, c'était vraiment aussi de comprendre dans ce petit microcosme de l'équipe, en fait, quels étaient les besoins de chacun. On avait bien sûr des objectifs, des projets, etc. Mais c'était de voir, en fonction des besoins, des souhaits,
des capacités de chacun, etc., de l'état de forme aussi de chacun. Comment est-ce qu'on peut au mieux organiser l'équipe, tu vois? Nous, on adorait, par exemple, enfin, je dis on adorait, moi j'adorais, je sais pas s'ils adoraient, mais on faisait souvent une petite météo intérieure avant la réunion d'équipe. On disait juste, voilà, soleil, etc. Mais ça nous permettait, en fait, tu vois, quand t'es au travail, t'as quelqu'un qui participe moins à une réunion, bah, peut-être que ce jour-là, juste, en fait, il va moins bien. En fait, et donc, c'est aussi d'être attentif, est-ce qu'il a besoin de quelque chose, etc. Donc, on est aussi responsable, en fait, alors du bonheur ou du bien-être, en tout cas, des personnes autour de nous au travail. J'aurais bien aimé t'avoir en manager, Bibiane. Franchement. Qui sait? C'est ça, qui sait un jour peut-être. C'est ça. Et ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Déjà, c'est passé super vite, j'aime trop. Bon, petite question de clôture, hein, même si c'est pas un coaching, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de notre discussion sur le bonheur? Alors, ce que je retiens vraiment, c'est peut-être deux choses. D'abord, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe à définir. Finalement, je me rendais compte quand on discutait que c'était assez difficile, ça reste très méta, et puis c'est très lié aussi à la joie, à certaines valeurs, etc. Donc, c'est pas simple, en fait, de faire la différence, en fait. Et puis, ce que je retiens vraiment, c'est que pour moi, c'est vraiment c'est un état d'être, quoi. C'est comment être vivant, quoi. C'est être vivant et être juste en équilibre par rapport à ce dont on a besoin, etc. Et donc ça, je le retiens. Pour moi, c'est le plus important, en fait. Trop cool. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, si tu as appris des choses ou pas? Je pense que j'ai encore plus appris sur moi-même que en vivant dans l'instant. En fait, on s'émerveille et puis s'émerveiller, en fait, finalement, c'est chaque jour découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est justement peut-être rester vivant. Rester vivant. Ouais, c'est ça. Justement, ça vient avec le conseil de fin. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a besoin ou a envie, en tout cas, de cultiver le bonheur dans sa vie et dans le travail, par exemple? Ouais. Bon, d'abord, j'aurais envie de dire, ne se mettre aucune pression. C'est vrai. Pour moi, c'est la première chose. C'est vraiment super important. Et donc, de pas se dire, oh là là, j'y arrive pas, et les autres, etc. Non, c'est de se dire, ok, aucune pression. Peut-être, vraiment, je pense que d'apprendre à vivre dans l'instant, d'apprendre à se connecter à ses ressentis, sa respiration, ça peut être vraiment quelque chose. Et c'est des petites choses qu'on peut faire comme ça en 2 minutes au travail. Tout à coup, en réunion, on se connecte pendant 30 secondes à sa respiration, personne ne le remarque. Voilà. C'est vrai. C'est ok. Et alors, pourquoi pas pratiquer un petit exercice. Il y a celui dont je parlais tout à l'heure, tous les soirs, se dire, tiens, quelle est une chose qui m'a émerveillée aujourd'hui où je me suis sentie heureux. Et mais il y a plein d'autres manières. Par exemple, si c'est au travail, on pourrait, je sais pas, on se construit on se dessine un petit arbre et chaque jour, le soir, on se dit tiens, cette branche-là, c'est la branche de j'en sais rien, la branche du plaisir, par exemple, elle a été remplie aujourd'hui parce que j'ai eu telle ou telle chose qui m'a donné du plaisir. Et alors, au fur et à mesure, on construit les branches, les racines, etc. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu le fil rouge de ce qui nous rend heureux, quoi. Donc, il y a plein il y a plein de petites choses. Si on aime plutôt faire quelque chose, il y a plein de petites choses à faire. Et sinon, je pense que c'est surtout apprendre à être. Ouais, c'est ça. Apprendre à être. Et j'avais bien aimé aussi ce que tu disais sur le fait d'être aligné. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je travaille là-dessus aussi. Je trouve le fait d'être aligné te rend, sur le long terme, en tout cas, beaucoup plus heureux, en fait, sur tous les aspects de ta vie. Donc, je trouve que c'est important. Donc merci Bibiane pour ton partage. Merci beaucoup Aurane, c'était super chouette. Mais ouais, j'ai trop adoré. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez forcément retrouver ou trouver le bonheur dans votre carrière, pratiquer l'alignement au travail, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de coaching personnalisée. Toutes les informations sont en description du podcast. Bibiane propose également des coachings et des ateliers en transition professionnelle. Tu me dis si je me trompe. En transition professionnelle pour les femmes en quête d'épanouissement au travail. Si tu as d'autres choses à dire d'ailleurs. Non, c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment soit des coachings, on va dire, assez classiques où on va travailler sur la manière de s'aligner et de retrouver, de se reconnecter à sa joie en fait au travail. C'est ça. Et alors c'est soit en individuel, soit en groupe. Et en groupe, ça peut être des petits ateliers sur tiens, c'est quoi ma mission de vie, etc., etc. Trop chouette. J'adore mes collègues coachs.
Ah oui, j'avais mis aussi des formations et des coachings en leadership humain et en entreprise. Tout à fait. Trop cool. Je vous mets toutes les infos aussi de Bibiane en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Merci à tous d'avoir écouté Effet d'optique. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences par rapport au bonheur, et si vous voulez partager vos pensées par rapport à ce débat, qu'est-ce que le bonheur au travail, je serais ravie de vous lire. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast si ça vous a plu. Merci et à bientôt dans Effet d'optique.